Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban On avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Daphné. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et le week-end? Oh, tranquille. C'est sûr que tu as regardé la nuit électorale. Est-ce que là-bas c'est la nuit ou bien ils votent la journée? Non, ils votent la journée. Ils ont voté jusqu'à 18h heure locale. Mais déjà à partir de 16h, on a déjà un niveau du taux d'abstention. Donc, on a déjà une idée du taux de participation. Ça, c'est la première donnée que l'on apporte. Et puis, à partir de 18h, on a vraiment 19h, on a déjà les premières grandes tendances. Et à partir de là, entre 19h et 22h, ils ne font qu'affiner. C'est-à-dire que les résultats, on a déjà les grandes tendances. Et puis, aux alentours de 21h, 22h, là, on a vraiment les résultats définitifs. Parce qu'entre-temps, on ne fait qu'affiner les résultats au fur et à mesure que on a les résultats des dépouillements. Donc, en général, c'est d'abord dans les grandes métropoles, dans les grandes villes métropolitaines. Et puis, au fur et à mesure que la soirée se déroule, on a aussi les résultats des départements et territoires d'outre-mer. Donc, en gros, c'est ça. Donc, pour ce qui concerne cette élection, on va assister à un remake de 2017 avec un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. En troisième position, on a évidemment Jean-Luc Mélenchon. Lorsque l'on regarde ces trois candidats-là, c'est-à-dire Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, comparativement à 2017, ils ont fait de meilleurs scores. Il ne faut pas l'oublier. Par exemple, ils ont fait un meilleur score. En 2017, par exemple, Emmanuel Macron était arrivé en tête avec 24%. Marine Le Pen suivait en deuxième position avec 21,30%. Et puis, Jean-Luc Mélenchon arrivait en quatrième position avec 19,58%. Et là, évidemment, Emmanuel Macron est en tête avec 27%, 27,6%. Marine Le Pen vient en deuxième position avec 23,41%. Et Jean-Luc Mélenchon arrive en troisième position avec 21,95%. Donc, ils ont engrangé plus de voix qu'il y a 5 ans à ce même stade de l'élection présidentielle. Maintenant, évidemment, lorsque l'on essaye de décortiquer, on voit bien que, en réalité, parmi ces trois candidats, les deux qui ont eu une meilleure stratégie de campagne, c'est évidemment Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, mais surtout Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a eu une excellente intuition, je pense, de ne plus axer la thématique de sa campagne sur, si tu veux, les problématiques habituelles de l'extrême droite, à savoir l'immigration, la sécurité, l'Europe, l'anti-Europe, l'anti-euro, etc. Mais plutôt venir à des problématiques qui sont beaucoup plus proches des citoyens lambda et qui impactent véritablement leur quotidien. Et c'est la raison pour laquelle elle s'est positionnée comme étant la candidate du pouvoir d'achat. Parce qu'il est clair que depuis je peux même dire depuis 3 ans, depuis d'abord l'époque des Gilets jaunes, puis après avec la pandémie de la Covid-19, le pouvoir d'achat des Français s'est considérablement effrité. Et cela va encore être le cas avec notamment la crise en Ukraine, puisque l'on sait que la crise en Ukraine entraîne une crise sur l'énergie et l'Europe est extrêmement dépendante de la Russie sur ces questions-là. Donc, elle a eu vraiment cette intuition. Et puis, elle a bénéficié, grâce à son positionnement, elle a pu bénéficier d'effets positifs. Pas d'effets positifs, elle a pu éviter de sombrer, notamment dans la crise, en ce qui concerne la crise ukrainienne. Il ne faut pas oublier qu'en 2017, elle était allée en Russie. Vladimir Poutine avait été le seul chef d'État à la recevoir en tant que femme politique française et candidate à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron, lui, il avait été reçu par plein d'autres chefs d'État. Mais pour ce qui concerne Marine Le Pen, Vladimir Poutine avait été le seul. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en 2017, les banques françaises avaient refusé de financer, si tu veux, Marine Le Pen dans sa campagne. Et donc, elle avait pu participer à l'élection présidentielle grâce au soutien des banques russes, aidées en cela par Vladimir Poutine. Donc, elle a su... à un moment, on a voulu jouer sur le fait que Marine Le Pen était un soutien de Vladimir Poutine et donc on a voulu jouer sur l'effet de la crise en Ukraine.
elle a, heureusement, se positionnant sur le pouvoir d'achat et en évitant soigneusement de parler de la crise ukrainienne, même si elle a condamné évidemment l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et même si elle a mis beaucoup d'eau dans son vin en demandant à ce que les frontières de la France soient ouvertes aux réfugiés ukrainiens et qu'une aide leur soit accordée sur tous les plans. Et ça aussi, ça a permis, si tu veux, d'atténuer les effets négatifs qu'aurait éventuellement pu avoir l'image qu'elle a d'un soutien à Vladimir Poutine. Donc, elle a su vraiment jouer avec intelligence sur cette question-là. Et puis, Jean-Luc Mélenchon, il a fait encore un meilleur score. Il espérait véritablement être au second tour, mais évidemment, ce qui lui a manqué, c'est de pouvoir convaincre, notamment un peu plus à gauche. Parce que la multiplication des candidatures à gauche a fait qu'il y a eu un effritement de cet électorat-là. Et malheureusement pour lui, il n'aura pas su convaincre au-delà de sa base qui est entre un peu le centre-gauche et l'extrême-gauche. Et ça, malheureusement, ça n'a pas suffi et il reste véritablement le grand perdant. Il a d'ores et déjà fait savoir que pour ce qui concerne les prochaines élections présidentielles, il n'allait pas y participer. Mais ce qui est sûr, c'est que... Mélenchon. Oui. Mais il perd toujours. Mais il faut d'abord perdre pour gagner. Les gens n'imaginent pas. Je prends un cas comme deux cas, par exemple. François Mitterrand et Jacques Chirac. François Mitterrand a échoué à 3 élections présidentielles. Il a remporté la 4e. La même chose pour Jacques Chirac qui a échoué à 3 élections présidentielles et qui a remporté la 4e. Donc, c'est vraiment, en France, la présidentielle, c'est un parcours de longue haleine. Il ne faut pas aussi oublier que d'autres, enfin tout le monde n'est pas Emmanuel Macron qui pour la première participation remporte cette élection présidentielle, la même chose pour Nicolas Sarkozy, la même chose pour François Hollande. Tout le monde n'a pas ces parcours-là, mais en général, il faut savoir que le fait de la course à l'Élysée, c'est une course de longue haleine. Donc, il a fait savoir que même si pour les prochaines élections présidentielles, il ne serait certainement pas là, il laissera la place à une autre personne. Mais pour ce qui est des prochaines jours électorales, notamment les élections législatives qui suivront la présidentielle, il sera toujours sur le terrain. Il sera candidat à Marseille, son fief électoral, où il a été élu il y a 5 ans. Et il espère évidemment obtenir un nouveau mandat de député. Et puis, ça, c'est la première chose. Donc, ces 3 candidats ont fait de meilleurs scores qu'au premier tour. Et puis, pour parler d'Emmanuel Macron, lui, est celui qui a fait la campagne à minima. En fait, il a bénéficié des effets liés à la crise ukrainienne en se positionnant comme étant le président protecteur, celui qui défend l'Europe, celui qui défend les valeurs européennes, même si, dans le fond, je pense que c'est plus un stratagème qu'autre chose. Parce que lorsqu'on est dans une campagne présidentielle, on descend dans l'arène, on va débattre avec ses adversaires, on va débattre avec les Français, on va vraiment rencontrer les Français. Mais il est président, il a des dossiers plus importants que ça. Non, c'est justement, tu vois, ça c'est une stratégie à double tranchant. Maintenant, ce qui a sauvé Emmanuel Macron, selon moi, en adoptant cette posture, c'est la crise en Ukraine. Je pense qu'il a surjoué même sur le rôle de la France ou l'influence de la France dans cette crise ukrainienne-là. Il faut savoir que la France n'a aucune influence sur la crise ukrainienne. La France se base sur la position de l'Europe. Or, l'Europe se base sur la position des États-Unis. Donc, dire que Emmanuel Macron est le président qui se bat pour trouver une solution en Ukraine, ce n'est pas lui. Les Russes ne l'écoutent pas. La preuve, les négociations se passent où? Se passent en Turquie. Donc, c'est la Turquie qui est le centre des discussions entre, d'un côté, l'Ukraine, et puis derrière, on a les États-Unis d'Amérique, mais on n'a même pas l'Union européenne, on a les États-Unis d'Amérique, et en face, on a la Russie. Donc, Emmanuel Macron a laissé croire, ou a fait croire, ou l'a surjoué sur le fait qu'il était le président qui, évidemment, se mettait en avant pour défendre la France en cas d'attaque par la Russie, que ce soit la France ou un des alliés de la France au sein de l'OTAN. On a envoyé le Charles de Gaulle
aller en mission, notamment dans la mer Baltique et tout ça. Bon, tout ça, ça fait partie pour moi d'une scénographie qui vise à donner le sentiment aux Français qu'il est véritablement l'homme de la situation en situation de crise. Et j'ai même écouté des éditorialistes français dire que quand on est en guerre, on ne change pas de président. Mais enfin, on est où là? La France n'est pas en guerre. La France n'a jamais été en guerre contre la Russie. C'est l'Ukraine qui est en guerre avec la Russie. Et donc, c'est vraiment... Vous voyez, on a surjoué sur ça et... Évidemment, ça a porté ses fruits puisqu'il est arrivé en tête. C'était une stratégie. C'était une stratégie, elle a payé. Ça a payé. Oui, Voilà. évidemment. Mais maintenant, sur le plan, je dirais sur un plan purement démocratique, pour moi, évidemment, ce n'est pas ce que l'on aurait dû attendre d'un président-candidat ou d'un candidat-président. Bref, il est au second tour, mais tout n'est pas jouer, parce qu'il faut savoir que Marine Le Pen a encore toutes ses chances. Déjà, Éric Zemmour, qui est arrivé en 4e position avec 8% des voix, a dit qu'il accordait son soutien total à Marine Le Pen. Même si Marine Le Pen, il faut savoir qu'un soutien d'Éric Zemmour, c'est quand même un cadeau empoisonné, tant les positions d'Éric Zemmour sont particulièrement extrémiste, et Marine Le Pen qui se bat pour sortir justement le Rassemblement national de cette image-là de parti d'extrême droite, de parti anti-musulman, de parti anti-étranger. Si elle acceptait officiellement de dire qu'elle accepte le soutien d'Éric Zemmour, il est clair qu'une partie de l'électorat qui vient de la droite, qui vient des Républicains, qui a voté pour Marine Le Pen parce qu'elle estime que les thématiques qu'elle a abordées, notamment le pouvoir d'achat, c'est une thématique qui leur parle, serait rebutée à l'idée de devoir accepter d'être à côté des candidats d'Éric Zemmour, dont on sait qu'ils sont forcément, ils ne se cachent même pas, ce sont des candidats, ce sont des électeurs qui sont racistes, qui sont profondément contre les musulmans, contre les étrangers, contre les Africains. Et donc, il faut vraiment, c'est vraiment un cadeau à double tranchant. Et donc, Marine Le Pen devrait plus ou moins se méfier de ce soutien-là. Par contre, Nicolas Dupont-Aignan est resté dans la même posture qu'en 2017. Il avait demandé à appeler à voter pour Marine Le Pen au second tour, mais avec cette fois-ci, il a eu combien ? Il n'a pas eu grand-chose. Il n'a eu que 2%. Pour la symbolique, c'est 2%. Important. Oui, il n'a eu que 2,05%. Éric Zemmour. Éric Zemmour est venu en 4e position avec 7,05%. Tu trouves que c'est un bon score ? C'est un très mauvais score parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à il y a une semaine avant l'élection, on le créditait d'environ 15% des intentions de vote. Et créditer ça sur quelle base ? Sur la base de la communication. Voilà, les instituts de sondage font des... Les instituts de sondage, ils racontent beaucoup n'importe quoi. Oui, mais ce n'est pas une science parfaite, les instituts de sondage. Par contre, ce que ces instituts font, lorsqu'on voit qu'il y a un très grand écart comme ça entre les intentions de sondage et le sondage en lui-même, c'est qu'on affine, c'est-à-dire soit on revoit le questionnaire, parce que parfois, c'est la question qui a été posée à la personne sondée qui ne permet pas en vérité d'avoir une réelle idée de ce qu'il pense, soit la question est mal formulée, soit évidemment le contexte où la personne n'a pas donné véritablement son sentiment réel. On peut être sondé, on te pose une question et puis ce n'est pas forcément la réponse que tu donnes qui est la vraie. Donc, il y a ces deux cas-là. C'est pour ça qu'on parle d'affiner le sondage. Soit on revoit la question, soit on essaye par d'autres moyens d'essayer de percevoir ou de capter, si tu veux, la réelle pensée des personnes qui sont sondées. Donc, c'est ce qui se passe pour Éric Zemmour, qui était crédité de 15%, maintenant qui est à 7,05%, donc un peu moins de la moitié. Mais cette élection présidentielle aussi montre une autre chose, c'est l'effondrement total des partis traditionnels. Donc, les grandes forces politiques jusque dans le début des années 2010, qui était à gauche le Parti socialiste avec Anne Hidalgo qui a 1,74%. Il faut savoir que Benoît Hamon, lui, à l'époque, il avait eu 6,36% en 2017. Donc, on passe de 6,36% à moins de 2%. Ce qui veut dire en fait que le Parti socialiste continue petit à petit sa descente aux enfers. Et puis, Valérie Pécresse, qui a eu 4,79%, alors que François Fillon, à l'époque, était arrivé en troisième position de l'élection de 2017, avec 20% des suffrages. Donc, on passe de 20% à 4% pour les Républicains. Les Français ne croient plus aux socialistes.
Disons que ce qui tue le socialisme, c'est d'abord, la première chose, c'est que les Français n'ont plus confiance au parti traditionnel. Et puis le Parti socialiste, en l'occurrence, a énormément déçu. Il ne faut pas oublier que le quinquennat de François Hollande est considéré comme l'un des quinquennats les plus mauvais de l'histoire du Parti socialiste. Il a renié véritablement ses promesses électorales. Il ne faut pas oublier qu'en 2012, il avait été élu sur la base de lutter contre le capitalisme. Or, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il n'a fait que renforcer ce capitalisme-là. Et donc, les idées qui étaient celles de protéger les Européens contre les effets pervers de la mondialisation et du capitalisme, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, eh bien, il s'est positionné comme étant l'un des défenseurs du capitalisme, notamment en mettant en place, en jouant sur le code du travail, en permettant plus de flexibilité sur le droit du travail, notamment aussi sur, il faut savoir que le 46-9, cette possibilité qui est donnée au gouvernement de voter une loi, même si l'Assemblée nationale était contre. Manuel Valls a utilisé ça à 5 ou 6 reprises. Dans toute l'histoire de la Ve République, on n'avait jamais vu un Premier ministre utiliser autant le 49-3. Donc, tout ça, évidemment, ça a laissé. Et puis, à l'intérieur du Parti socialiste, il y a eu maintenant des courants. On avait d'un côté Arnaud Montebourg, on avait Benoît Hamon. Donc, ça se tirait à l'intérieur. Arnaud Montebourg avait dû partir, claquer la porte du ministère de la Relance économique. Il avait été remplacé par la suite par Emmanuel Macron, qui, lui, par la suite, succédera à François Hollande. Donc, alors que François Hollande, quand il arrive en 2012, le Parti socialiste est le parti le plus puissant de France. Ils ont remporté l'élection présidentielle, ils ont remporté l'élection législative, ils sont majoritaires dans la plupart des régions, ils ont la capitale, ils ont Paris, ils ont la mairie de Marseille, ils ont la plupart des grandes villes françaises, la plupart des grandes métropoles. Donc, il n'avait pas de raison de dire qu'il n'avait pas la capacité de pouvoir lutter ou de pouvoir mettre en place son programme. Or, il a fait totalement le contraire. Et à partir de là, on a eu des forces telles que Jean-Luc Mélenchon et d'autres qui ont décidé de combattre le Parti socialiste. Et c'est à partir de là, et puis Emmanuel Macron est venu avec ça, son idée d'être ni de gauche ni de droite. Il est venu totalement abattre les deux grands partis traditionnels que sont les Républicains à droite et le Parti socialiste à gauche. Donc, il faut vraiment comprendre que si tu veux, la lente descente aux enfers du Parti socialiste est due d'abord au fait que pendant qu'elle est au pouvoir, elle n'a pas su répondre aux attentes des Français. Et puis, deuxièmement, elle a été achevée par Emmanuel Macron qui est venu avec son idée de ni de gauche ni de droite. Il a donné une nouvelle offre électorale aux Français et cette offre semble les satisfaire puisque l'on voit que aussi bien à droite avec les Républicains qu'à gauche avec le Parti socialiste, ils ont du mal à se remettre de cette présence de Emmanuel Macron qui phagocyte chaque jour un peu plus ces deux partis-là. On l'a même vu avant l'élection présidentielle, on a vu des cadres des Républicains, Éric Woerth, qui était ministre sous Nicolas Sarkozy, dire clairement qu'il va voter pour Emmanuel Macron, qu'il appelle à soutenir Emmanuel Macron. On a vu aussi des personnalités à gauche qui ont également demandé à soutenir Emmanuel Macron. Donc tout ça fait que, et comme on voit aussi que sur le plan de la représentativité, sur le plan de la présence sur le terrain, même si le Parti socialiste reste un parti très bien implanté encore sur le paysage français, mais en termes de soutien, en termes d'influence, comme les Républicains, ces deux partis traditionnels ne cessent de s'effondrer. Le deuxième tour, c'est quand ? Le deuxième tour, c'est prévu le 24 avril. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine qui revenait donc sur l'élection du premier tour des présidentielles à France. Restez connectés sur les 104.5. Urban FM 104.5.